Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende retrace l'histoire de vos émotions, mais également de la pop culture. Aujourd'hui, on va parler jeux vidéo et pas n'importe quel jeu vidéo, puisqu'on va attaquer peut-être le plus gros morceau de l'histoire du jeu vidéo de foot. Évidemment, on va parler de Pro Evolution Soccer, alias PES. Et pour parler de cette saga fantastique qu'est Pro Evolution Soccer, on va revenir même sur les origines, avec moi des invités aussi exceptionnels que cette saga. Nous avons avec nous Nicolas, de chez Gamecult, Gaijin Dash, Rétro Dash, plein de trucs en Dash, mais un ancien de chez Gamecult, et aussi une figure incontournable, fan de PES depuis les premières années. C'est très gentil de me présenter comme ça. Ouais, donc fan de PES depuis de très très longue date. Même à l'époque, on va y revenir, Super Nintendo, même la NES. Donc tu vois, j'ai suivi la série depuis très 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 longtemps. Et ça fait plaisir que tu sois avec nous. Ça faisait longtemps que je voulais que tu sois avec nous. J'en suis très honoré. Alix, comment vas-tu? Bienvenue, tu es journaliste chez Webedia, le stream notamment. Exactement. Et aussi un grand fan de PES. Et un ancien compétiteur aussi. Et un ancien compétiteur, on va en parler puisque PES et la compétition, c'est quelque chose qui est très lié. Et il y a énormément de choses à dire. Bienvenue. Merci à toi. Et à ma gauche, Gianni Molinaro de chez Gameblog, journaliste, mannequin, italien à ses heures perdues. Bienvenue Gianni, et Plume. Voilà. Et aussi un joueur de PES et compétiteur aussi. Il y a très longtemps. Voilà. Bienvenue, je suis très content. Moi aussi. Très content de vous avoir avec moi, les amis, puisque, comme je l'ai dit, PES, c'est une saga, un petit peu comme Dynasty ou Dallas pour les séries télévisées, avec ses hauts, avec ses bas. Et avant de s'appeler PES, on va revenir un petit peu aux origines même de cette saga footballistique, parce qu'il faut bien reconnaître une chose, c'est qu'elle a évolué depuis plus de 20 ans, et il y a certaines personnes, certains jeunes qui ne connaissent pas la saveur qu'a pu avoir c'était spécial. Chaque année, on attendait cet épisode avec impatience. Mais avant PES, on va revenir, on va replonger dans les années 90, on se dit 94, pour marquer peut-être le début. Ça y est, tu y es? Ouais, c'est juste. Voilà, le Prince de Bel-Air, c'est voilà, bon. ok, nickel. Et on va parler de ISS, International Superstar Soccer, sur Super Nintendo. Voilà. Ouais. Donc, est-ce que tu étais déjà dans le jeu vidéo à cette époque, Nicolas? Ah non, quand même pas. Je suis vieux, mais pas à ce point. Mais par contre, oui, j'étais déjà à fond sur ma Super NES. Et ISS, quand il arrive, c'est une onde de choc parce que jusque-là, on est encore dans les jeux vraiment purement arcade. FIFA vient d'arriver aussi sur Mega Drive. Et là, sur Super Nintendo, on a une autre proposition. C'est Konami qui est enfin aux affaires. Konami, ils avaient fait quelques petits jeux de foot sur NES, un peu sur MSX, sur d'autres plateformes. Mais là, tout de suite, c'est le travail sur les animations qui change la donne, et aussi le travail sur les commentaires, parce qu'au Japon, le jeu s'appelle JQ World Soccer. JQ, ça veut dire commentaire vivant, quelque chose, voilà, et chaque action va être appuyée par une voix digitalisée, et du coup, cet ensemble-là, animation, voix digitalisée et la reproduction du terrain, ça va donner une autre saveur, et on va déjà commencer un peu à parler de simulation. Alors voilà, on va commencer à parler de simulation, parce qu'il y a des petites choses qui sont implémentées. Mais à cette époque-là, on est en 94, on va dire le jeu vidéo est régi par l'arcade, même globalement. Il y a encore des salles d'arcade, on a encore beaucoup de jeux du shoot 'em up, du jeu de baston, du beat'em all. Vraiment, c'est l'arcade. Et là, avec le jeu de foot, avec ISS, on a quelque chose qui se produit. Mais même dans le cœur des joueurs. Toi, Alix, tu l'as découvert aussi J'avais 12 ans, j'ai quelques petits souvenirs, parce qu'après, j'ai plus... entre guillemets, poncer les versions présentes. Moi, je vois les images des célébrations, tout me revient. Et les bruitages aussi, les bruitages du ballon qui me reviennent. Alors, on est loin de Super Soccer avec son fameux dong. C'est ça, quand on chutait dans le ballon. T'avais déjà une identité sonore particulière dans tous les contacts, prise de balle, les shoots, et puis surtout le fait de pouvoir tourner comme ça autour du ballon, les petits gestes. Quand le joueur perdait un peu l'équilibre, il avait ce petit mouvement de côté. Moi, j'aimais bien. Oui, et puis il y avait des animations aussi. Toi, Gianni, par contre, c'est ton premier coup de cœur en jeu vidéo de foot ou... Oh, pas du tout. Oh là là, mais l'offre jeu vidéo de foot, elle a commencé assez tôt pour moi, déjà dans les années 80, au début des années 80. Et il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, sur Super Nintendo, Mega Drive et même Neo Geo, il y a une variété de jeux de foot. Il y a tous les éditeurs veulent leurs jeux de foot à ce moment-là. Même Capcom d'ailleurs au même moment, avec Soccer Shootout. Soccer Shootout de Capcom, excellent. Hat-Trick Hero de Taito,
évidemment Super Sidekicks du côté des SNK, et j'en oublie plein. Il y a Striker qui est devenu Eric Cantona Football chez nous aussi. Et on n'est que dans de l'arcade, encore une fois. Et pas forcément, hein. Il y a aussi beaucoup de... Ah bon oh oui, il y a des jeux qui essayent quand même. Hein. Il y a aussi Kick-Off et Sensible Soccer, par exemple. Oui, mais je veux dire, avec cette vue-là, oui. dans la vue horizontale, comme ça. Ouais, effectivement. De ce côté-là, c'est... En fait, Kick-Off avait posé les bases d'un jeu vu par en vue aérienne, C'était pas mal, qui a été repris par un nombre de jeux phénoménal, que ce soit le jeu de la Coupe du Monde 90, Microprose Soccer, et j'en passe, et d'autres. Mais à chaque fois que c'était repris, ça marchait pas. Sensible Soccer a lui encore éloigné un petit peu la vue, tout en gardant cet esprit de aucun joueur n'est habité par une IA, c'est toi qui fais tout et la balle elle colle pas du tout. Voilà, ça c'est important de le préciser, c'est que sur ces types de jeux, comme tu l'as dit, la vue était dessus et tu jouais tous les joueurs. Exactement. Ouais. Et la balle ne collait pas du tout au pied et tu pouvais imprimer des effets complètement dingues, d'ailleurs qui sont pris dans Super Soccer aussi par la suite. Et c'est vrai que, alors peut-être pas avec le premier ISS, mais avec le Deluxe, qui arrive un an après. Hein, exactement. Sur Super Nintendo, Mega Drive et sur PlayStation un peu plus tard aussi. Plus tard, ouais. Et tu sens qu'il y a eu encore une évolution, que ce soit dans le système de jeu, aussi bien que dans la proposition du contenu. Il y avait davantage de scénarios, d'équipes, de possibilités. C'est important, on va rebondir tout de suite là-dessus, sur le contenu et sur ce qui va, malgré tout, poser des bases de tout ce qui va venir par la suite. Alors, tu parlais de ISS Deluxe, International Superstar Soccer Deluxe, c'est, on va dire, presque un add-on, hein, j'ai envie de dire, c'est la version 2.0 de ISS. Ça sort un an après, et là, on a une version, on va dire, quasi parfaite, en fait, du jeu de foot. C'est la version peaufinée, en fait. La balle colle un peu plus au pied, c'est déjà ça, donc tu as un peu plus de contrôle sur tes mouvements. Et tout ce qui est passe aérienne, qui va préfigurer un peu la passe en profondeur, qui va vraiment révolutionner le jeu, on y viendra, voilà, ça te permet de déjà un peu plus placer tes actions. Et après, c'est vrai que globalement, il y a un but typique ISS de la frappe sur le gardien, le ballon revient, tu refrappes. Sur le deuxième attaquant qui est mais là, malgré ça, tu peux trouver certaines positions pour mettre des frappes lucarnes, pour mettre des têtes de très loin, des corners rentrants. Des corners rentrants, mais voilà. Oui, des corners rentrants. Il y avait quelque chose qui était aussi vraiment là, mis en exergue dans ISS, c'était les effets. Les effets de balle, on shootait et après on pouvait mettre un effet qui était assez exceptionnel. Et tu l'as précisé, c'était important de le préciser, c'est les commentaires. Donc on a vraiment un commentateur qui commande des actions précises, goal kick, corner kick, le but, on voit de la célébration, c'est très coloré. Et ça aussi, pour moi, ça reprend un petit peu l'univers aussi Neo Geo. Hein, tu as cité un excellent jeu sur arcade et Neo Geo. Et là, on s'approche de quelque chose. À cette époque-là, il faut le préciser encore, je parle pour les gens qui sont plus jeunes, on n'a pas de licence. C'est-à-dire que là, on joue déjà avec des pays. Et ça posait pas de problème. Et on n'en avait rien à cirer. Exactement. On avait des noms qui pouvaient ressembler. On avait physiquement, on reconnaissait Roberto Baggio, on reconnaissait par la suite Ravanelli, on reconnaissait des joueurs. Voilà. Et sur les maillots, on reconnaissait, il y avait quelque chose voilà, on avait les vrais maillots, entre guillemets les vrais maillots, en tout cas des reproductions assez fidèles à ce qui se faisait à l'époque. Mais ça... À aucun moment, ça nous posait problème, on est d'accord. Quand on jouait avec les pays, on s'en contentait. Je veux dire, il n'y avait pas... Il n'y avait pas de club à cette époque-là. On s'en contentait. Alors que FIFA, dans le même temps, lui, proposait des clubs sur Mega Drive. Hein. Ouais, c'était la cartouche avec le petit tankard jaune là, sur le côté, il me semble. C'est ça. Donc voilà, et on a, là, on voit l'écran, on a déjà un radar qui est déjà présent. Ouais. On a le système de forme qui fait son apparition. C'est-à-dire que les joueurs vont avoir, en fonction d'une petite pastille qui rigole, qui est triste, et ça c'est assez révolutionnaire. Avant les flèches, c'est quelque chose qui est apporté d'un jeu de baseball aussi, voilà, où tu as l'état de forme. Puis tu as aussi des stats très précises pour certains des joueurs. On sait, il y a Valderrama, par exemple, en Colombie, qui a des stats hyper puissantes, même, je crois que c'est Van Vick qui s'appelle, qui est Gullit, aussi, c'est un des meilleurs joueurs du jeu. Et tout de suite, tu vois que ça fait des différences aussi dans le comportement de vitesse, dans les chocs, dans la qualité de passe, dans la qualité de frappe. Et tout ça, ça contribue à mettre, on va dire, non pas des handicaps, mais tu peux ajuster ta force par rapport à celle de ton adversaire, par rapport à l'équipe que tu vas choisir. Il y a des styles de jeu qui se dégagent aussi. Voilà, le Pays-Bas, c'est en 4-3-3. Tu vas retrouver un petit peu cette affinité que toi, tu as déjà dans le football réel. Et tout ça, c'est des petits plus qui viennent s'ajouter au fur et à mesure et qui vont construire ce qu'on va appeler la simulation ensuite. Oui, parce qu'on l'a dit, c'est de l'arcade, mais il y a plein d'éléments qui font qu'on commence à aller vers quelque chose
de proche, parce que pour expliquer ce qu'est la simulation, c'est un jeu qui se veut plus proche de la réalité, alors qu'à l'époque, comme on l'a dit, c'était des jeux où voilà, tu avais parfois des super tacles, des super frappes, des super vitesses. Tous les joueurs avaient les mêmes capacités. À l'époque, quand ISS et ISS Deluxe sort, comment c'est reçu par le public? Plutôt bien. Plutôt bien. Ah ouais. Par le public, je ne sais pas si voilà, l'ogre FIFA est encore là tout de suite. C'est quelque chose, tu as l'attrait de la licence qui va fonctionner. L'ISS, tu as du mal un peu à le positionner par rapport à... Voilà, généralement, c'est des jeux qui sortent adossés à des compétitions. Tu as le jeu officiel de l'Euro, le jeu officiel de la Coupe du Monde. C'est difficile de l'ancrer dans une réalité ISS. Mais par contre, dans la presse, tout de suite, tu as vraiment un élan qui se fait. Et les rédacteurs de l'époque montrent vraiment qu'il y a une différence. Je ne sais pas si tu te souviens, tu avais des petites vignettes où ils te montraient les animations frame par Bien frame. sûr, ben oui. Et ça faisait rêver. Tu voyais le mouvement de course. Le mouvement de course, le contrôle du ballon. Aérien. On pouvait jongler. Ouais. Ça, alors, c'est peut-être complètement anecdotique aujourd'hui, mais en termes d'animation, pouvoir jongler dans un jeu de foot en 94-95, c'est énorme. Le passement de jambes où tu marches passement à de jambes, l'Y, voilà. Et encore mieux, la roulette. Grave. La roulette, on pouvait faire la roulette, passer le Le ballon. passement de jambes, au-dessus. c'est un geste signature dans la saga quand même. Ouais. C'est particulièrement bien fait en plus. Mais c'est pour ça que là, on est vraiment au balbutiement de ce que va devenir PES. On va y revenir chronologiquement, etc. Mais on a déjà une base qui va même servir de base pour d'autres jeux de foot. Parce que ça va devenir... Alors, on l'a dit, hein, FIFA et PES ont un destin lié, puisqu'ils commencent quasiment en même temps, et au fil du temps, ils existent encore aujourd'hui. Mais là, à cette époque-là, on a PES, pour moi, qui se différencie complètement. On a vraiment une volonté différente d'apporter quelque chose. Alors là, ça, c'est sur Super Nintendo. Après, on a des épisodes, on va parler des épisodes européens, parce qu'il y a d'autres épisodes qui sortent au Japon. Et là, on a un épisode sur Nintendo 64, deux épisodes, on est obligé d'y revenir, parce qu'ils sont juste, en mon sens, exceptionnels. ISS 64. Bah, il a l'avantage d'arriver assez tôt dans le catalogue de la Nintendo 64. Même si FIFA aussi sera dessus et qu'on peut... Mais il se rate complètement, le FIFA sur 64. Pas forcément. Ah bon ? En tout cas, pas le Coupe du Monde, en route vers la Coupe du Monde et le Coupe du Monde 98 qui en plus avait eux aussi des commentaires un peu plus étoffés. Ouais. Et le 64, c'est vraiment une claque visuelle assez immense pour l'époque et une façon de jouer qui est très proche de ce que peuvent proposer des jeux d'arcade comme Virtua Striker. Et ouais, pour l'époque, c'est tout simplement délirant. Et ce que peut faire la Nintendo 64 en matière de 3D, il y a déjà des tentatives qui sont faites sur PlayStation à ce moment-là, qui sont plus ou moins heureuses. Mais pour le premier 64 et ISS 98, c'est à la fois ça semble assez rigoureux parce que c'est pas si rapide que ça. Et en même temps très spectaculaire, et tu peux te permettre des trucs assez dingues sur ces jeux-là. Il y avait des frappes du milieu de terrain. Ouais, bien sûr, mais surtout il y avait l'innovation majeure du jeu de football, c'est la passe en profondeur. La passe en profondeur qui décloisonne tout. Ce qui va changer tout. Qui va tout changer. Tout. Parce que désormais tu vas pouvoir poser ton action et trouver l'espace. Le football, c'est un jeu d'espace et de positionnement, et grâce à cette touche, à laquelle tu peux accéder très facilement. Tu n'as même pas besoin forcément de doser. Elle va partir même de façon un peu magique. Mais ça va vraiment te permettre d'ouvrir le jeu et de penser vraiment la construction du jeu. Et c'est ça que ISS 64 apporte vraiment, je pense. Moi, je pense qu'il apporte un autre truc. C'est un système de penalty qui n'a jamais été égalé. Jamais. Le système de penalty analogique où tu pouvais vraiment choisir l'endroit exact où tu allais frapper, suivant la forme et on va dire la précision du joueur qui était disponible, et bien tu pouvais choisir vraiment l'endroit exact où tu allais frapper. Tu pouvais masquer aussi évidemment le petit curseur avec un bouton de tranche, et c'était parfait. Et personne ne l'a jamais repris. Je n'ai jamais compris pourquoi. Alors déjà, ça c'est un vrai problème, les pénaltys dans les jeux de foot. Je ne comprends pas pourquoi ça devient... chaque version innover tout le temps pour quelque chose de nouveau. Alors que quand on veut juste tirer nos pénaltys. Il faut rester les pénaux, c'est tellement important plus dans les parties. Donc... Et là, ISS 64, on est en 97, je crois, et 98, il y a la version ISS 98 qui nous refait un petit peu le coup de ISS et ISS Deluxe. Et là, on a donc Ravanelli et Kopke. Et là, c'est la version PlayStation. Mais nous, ça, c'est la Pro 98, mais il y a la version 64 d'abord. Ouais, parce qu'il faut bien le dire, en fait, il y a deux studios chez Konami qui sont en concurrence. Tu as Osaka, qui va faire donc les versions N64. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont divisé, sans doute parce que deux équipes ne pouvaient pas produire le même moteur sur des consoles aussi différentes. Ouais.
Et de l'autre côté, il y a Tokyo. Et Tokyo, il commence mal, en fait. C'est-à-dire que le premier jeu qu'ils vont sortir, c'est Goldstorm, chez nous. Et, En 97 96, ouais. 96. Et tu vois déjà quand même une classe d'écart entre les deux. Alors tout le monde dit bah, la version N64 est meilleure, on ne comprend pas pourquoi c'est pas le même jeu. À l'époque, tu n'as pas ce réflexe de dire c'est deux studios différents en fait. Non, on ne le sait pas, on voit au début en fait. Tu dis c'est la même marque, pourquoi c'est pas le même jeu? Exactement. Tu vois. Et petit à petit, les versions PlayStation et donc les versions de Tokyo vont rattraper leur retard et vont s'orienter encore plus vers la simulation que les versions N64 qui sont, elles, signées du studio d'Osaka. Et même ça va se diviser après, puisque on va avoir, après ces épisodes, il y a des épisodes PlayStation, il y a un ISS, tu l'as dit, hein, qui ressemble beaucoup au Deluxe, qui va sortir sur PlayStation, et après on va voir là une scission avec l'arrivée sur PlayStation de ISS Pro Evolution. Avant, il y a ISS Pro, mais là, on arrive vraiment à ce qui va devenir le... Pro tout court. D'abord, Pro tout court. Oui, Pro tout court. Mais pour moi, le Pro tout court, c'est pas le Pro Evolution. Non, il est excellent. Je l'aime beaucoup. ISS mais Pro et Pro 98 sont deux excellents jeux. Je suis d'accord avec toi, mais la scission, à mon sens, je peux me tromper, se marque vraiment à ISS Pro Evolution. C'est l'aboutissement de tout ce qu'ils ont construit avec ISS Pro et ISS Pro 98. C'est donc Winning Eleven 4, ISS Pro Evolution. Voilà, cette jaquette extraordinaire. Puisqu'on le rappelle, au Japon, c'est une série qui s'appelle Winning Eleven. Ouais. À ne pas confondre avec World Soccer, Perfect Eleven. Voilà. Enfin, voilà, c'est pas évident à trancher, mais celui-là, voilà, il fait vraiment la synthèse. Il a tout. Il a tout, c'est-à-dire qu'il a enfin l'équilibre de jeu. C'est-à-dire que même ISS Pro 98 reste un petit peu rigide dans les mouvements, dans les orientations des joueurs. Là, enfin, on a un peu de souplesse et on a tous les commentaires, la présentation, la souplesse des animations et surtout, il n'y a pas de but type. Alors, il y en a un. Il y a toujours des buts types dans les jeux de foot. Mais enfin... Il y a une variété de construction. C'est l'inspiration, une variété de construction. Et surtout, tu peux mettre des frappes de loin, tu peux mettre des effets vraiment marqués. Tes coups francs, ça va vraiment être dans le dosage, dans l'orientation que tu vas donner au moment de la frappe. Et là, ça y est, tout se met en place. Les statistiques, on en a déjà parlé. L'arrivée de la Ligue des Masters, qui est enfin un mode de jeu qui va te permettre de t'agripper à ton équipe, de la construire au fur et à mesure avec les ajouts. Et puis de bonifier la durée de vie d'un jeu de foot, tout simplement. Avec la Ligue des Masters, ton jeu de foot, elle est jouée toute l'année. Rappelle-nous un petit peu ce qu'est la Ligue des Masters, pour ceux qui ne connaissent pas, chose qui existe encore dans le La Ligue des Masters, tout simplement, c'est la possibilité, en fait, tu vas avoir des joueurs, on va dire, lambda de base, avec certains noms qui sont devenus légendaires, Valeni, Castello, Minanda, exactement. Et du coup, partir avec cette base de joueurs qui n'est pas forcément excellent, mais qui à chaque fois ont des petites qualités, ils ont toujours soit, tu as un défenseur très bon de la tête, soit un attaquant très rapide, et derrière, il faut constituer ton équipe de rêve, aller recruter des joueurs, gagner des matchs, remporter des ligues, pour enfin pouvoir constituer la meilleure équipe, sachant que en fait, tu n'as jamais réellement l'équipe parfaite, parce qu'il y a des joueurs qui vont préférer Ronaldo R9, d'autres qui vont préférer Zidane, d'autres qui vont préférer Figo, chacun faisait son équipe, même s'il y avait des stars qui allaient se ressembler quand même dans les différents 11, c'était quand même ton 11 à toi que tu proposais, et ça, c'était classe. Et on le rappelle, sur ISS Pro Evolution, on est encore uniquement avec les pays. Exactement. Le... Je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure, par rapport à la passe en profondeur. Moi, c'est vraiment sur cette version-là que ça m'a marqué. Cette version-là où, là, on est dans... Parce qu'on arrive, on a la puissance de la PlayStation. C'est la version d'ISS qui est totalement aboutie à mes yeux. Comme tu l'as dit, ils reprennent tout ce qu'il y a eu avant. On a vu l'entrée, la présentation des équipes avec les poses, c'était juste magnifique. Enfin, maintenant, aujourd'hui, tu présentes ça à un enfant, il va dire « Ah, c'est pas très beau », mais pour nous, c'était le fond. Ça vient de là, en fait. Voilà. Aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde fait. Voilà, c'est ça. Quand t'es passé des clones de FIFA à un truc où tu arrives à reconnaître Barthez, Zidane avec sa tonsure. Surtout, ils ont chacun une mimique différente. Alors, on parle de Roberto Carlos. On en parle. On en parle. Allons-y, oui. Puisque, encore une fois, là, il n'y avait pas les vrais noms. Quoique, si. Là, ça a été mis sur cette version, ça a été patché. Ça a été patché. Patché à la main, t'allais dans l'éditeur et tu prenais chacun des joueurs et tu les renommais. Sauf que Zidane, c'était Zidane. Roberto Carlos, c'était Roberto Larcos. Et Petiot. Roberto Carlos avait une animation propre à lui sur les coups francs. Le fameux... C'est-à-dire que là, tout ça, c'est la quintessence du jeu de foot qui veut ressembler à la réalité. C'est-à-dire qu'on a les animations, on a les présentations des équipes au début, on a tout le système de stats, la présentation même des formations. C'est des choses qui, aujourd'hui, sont évidentes. Un jeu de foot, aujourd'hui, qui n'a pas ça, c'est pas possible d'exister. Mais sauf qu'à cette époque-là, on a tout ce qui avait été fait à la base, tout ce qui avait été essayé,
dans un jeu. Et puis c'est les premières versions de la licence qui commencent à être portées par des vrais joueurs de foot. Ils commencent un peu à communiquer, à déclarer leur flamme pour le jeu. T'en as même... Pendant la Coupe du Monde 98, notamment. T'en as même qui arrivent à dire... alors ça, c'était assez drôle, parce que j'ai vu son nom passer. Je vais raconter l'anecdote, vous allez vous rappeler du joueur, qui explique « Oh là là, moi, je suis même si j'ai pas mon vrai nom, je suis titulaire dans un jeu de foot et je suis pas titulaire en équipe de France. » Je pense notamment à Robert Pires, donc Pyrrhus, qui était dans la licence. Donc il y a vraiment toute une com qui se fait autour du jeu, qui est juste extraordinaire à ce moment-là. Oui, et comme, voilà, il y a une évolution télévisuelle aussi du football, hein, et une évolution en termes de jeu, etc., qu'on retrouve vraiment dans ISS Pro Evolution. Et donc, on est, pareil, je crois, 1 an après, il y a l'autre version de ISS Pro Evolution qui va aller encore plus loin, ISS Pro Evolution 2. Absolument, 2001. C'est encore une fois meilleur que ce qu'a fait l'édition précédente. Toujours plus joli, toujours plus agréable à jouer. Le toujours plus grand jeu de tous les temps. Toujours C'est plus- qui PlayStation Magazine. Toujours plus rigoureux aussi en termes défensifs. C'était un jeu dans lequel il était très très difficile de marquer de manière générale, sauf que il y avait une petite subtilité, c'est qu'à chaque fois dans les jeux de la série, à cette époque-là, il y avait toujours le truc qui faisait que c'était un peu cheaté. Et là, dans celui-ci, c'était le 1-2. Quel enfer. Tu faisais L1 triangle, Ou quel bonheur. et là, L1 croix, pardon, et là, tu avais un 1-2 automatique qui se déclenchait et les défenseurs restaient figés. C'est-à-dire que quand tu arrivais en tournoi et que tu jouais pour la première fois face à quelqu'un qui connaissait le jeu, tu disais, mais je ne comprends pas, je viens de prendre 5 fois le même but, d'un décalage à l'entrée de la surface suivi d'une frappe sèche à ras de terre, qu'est-ce qui se passe ? C'était buggé, enfin c'était pas buggé, c'était voulu, je pense, par les développeurs. On en reparlera peut-être plus tard, parce qu'à chaque édition, il y a toujours un truc. Oh, il y a toujours Soit c'est le jeu de tête qui était absolument craqué, etc. Il y a Exactement. toujours quelque chose. Et ouais, c'était encore une fois une super évolution de ce qu'avait fait l'édition précédente. Malgré tout, j'étais en train de dire que c'était un jeu qui était assez rigoureux défensivement. Il y avait quand même un léger problème, c'était que quand tu avais des joueurs qui étaient rapides, parce que les stats étaient affichées évidemment, tu avais des notes sur 9. Sur 20, alors c'était 9 sur ISS Pro Evolution, et ils avaient rajouté une dizaine. Après, c'était une dizaine pour le suivant, ouais. Ouais. Il fallait rajouter quelque chose, quoi. Ouais. Et donc, en gros, si tu jouais pas avec le Brésil, t'avais très peu de chances de réussir dans la vie. C'était très compliqué. Ouais. Tu mettais Roberto Carlos sur une aile, Ronaldo en pointe, et t'avais des fusées, des mecs qui faisaient le match juste comme ça pour. C'était super. Et tu pouvais tirer de 45 mètres aussi facilement. Après, tu avec pouvais Batigol. modifier les stats dans l'éditeur. Donc ça. je Tu le faisais, toi ? Ouais, bien sûr. Thierry Oh, Henry, c'est scandaleux. il avait 7 en vitesse dans ISS Pro Evolution. Tout le monde l'a fait. Je mettais 9. Non. J'ai même créé Tony Vérel, tu vois, à l'époque, parce que. Ah ouais, t'es lanceur. Ah ouais, à D'accord. l'ancienne. Ok, Et, respect. et, Avec la coupe. Avec la coupe, bah ouais, justement, ça permettait de vraiment personnaliser le joueur. Donc il avait vraiment le mulet jusqu'au bout, quoi. Je sais plus si c'est dans cette version ou celle la précédente où le réalisme a été poussé tellement à fond que, souvenez-vous, Ronaldo était fragile dans le jeu. Ronaldo était fragile. Ah oui, complètement. ouais. C'est-à-dire qu'à chaque coup qu'il prenait, un gros tacle, etc., hop, blessé. Il y avait la petite espèce de croix Et ça, jaune même le pour système indiquer- de blessure, tout ça, c'est quelque chose qui a été Mais incorporé. ça m'avait marqué Et à fond c'est parce dans le que deux. c'était l'époque où il était blessé, etc. Et c'est C'est post-98. et c'était eux qui avaient amené ça tout de suite. Ronaldo, dans le jeu, était fragile. Il fallait le savoir. Là, par contre, on est d'accord. Tout à l'heure, on parlait de l'accueil de ISS, etc. On était dans une période où il y avait multitude de jeux de foot. Là, à l'époque de ISS Pro Evolution, on est d'accord, c'est tout le monde l'attend, en fait. Alors non, tout le monde l'attend pas. Sur le 2 à la sortie d'ISS Pro Evolution, le 1, ah aussi, le 2, oui, ouais. sur le 2, oui. Mais ISS Pro Evolution, il a vraiment fallu le soutien de la presse de l'époque. Je pense notamment à Joypad, que Gianni a bien connu, et PlayStation Magazine, qui étaient en fait les mêmes rédactions, qui n'arrêtaient pas de jouer à ça. Moi, j'avais fait un petit Mais un depuis petit le tour là-bas. premier SS Pro, ils Et c'était soutenaient. Ils ont mis la 10 licence. sur 10 direct. Ils ont dit attendez, arrêtez FIFA. Parce que FIFA, tu sprintais encore avec triangle. Je sais pas si tu te rappelles. Tu n'avais pas de gestion de la vitesse. Juste pour contextualiser à l'époque, il y avait encore FIFA, évidemment, mais FIFA sortait de très bons épisodes qui étaient différents. On avait le Coupe du Monde 98 qui était, il avait un parfum exceptionnel. Avec des musiques incroyables. Des musiques incroyables. En fait, qui avait vraiment une autre proposition où on était plus dans
C'est là où la scission aussi s'est marquée entre les deux jeux, où on était dans de l'arcade pur et dur. Ouais, c'était l'âge de pierre et ça y est, tu trouvais enfin une fois que tu avais métaux rares, quoi. Franchement. Une fois que tu avais goûté à ISS Pro Evolution, c'était dur de faire machine arrière. Et voilà, et la presse a vraiment été très, très importante dans le soutien, et surtout parce qu'à l'époque, elle avait vraiment un poids considérable. Oui. Et, on est au balbutiement d'Internet. Et quand tu vois un 10 sur 10, tu te poses même plus la question, et tu y vas, et tu joues, et tu te dis, mais c'est vrai, la différence, elle est là. La différence, elle est là, c'est fini. L'arcade, j'ai enfin de la Simus. Pas si vrai quand tu vois les images aujourd'hui. Oui. Mais il y a un tel gap, un tel fossé, tu ne te poses même pas la question, tu ne veux plus jouer qu'à ISS et t'attends le prochain épisode. Et là, comme tu l'as dit, ISS Pro Evolution 2, la plus grande simulation de tous les temps, ouais, à l'époque où ça sort, là au score 10 sur 10, et forcément tu l'accueilles à bras ouverts et tu vas le chercher avant même qu'il sorte. En fait. C'est ça. Moi, je me rappelle d'une immense attente de la part des joueurs au 2, parce que le 1, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, en fait. Et comme tu l'as dit, c'est la presse. C'est la presse parce qu'à cette époque-là, c'était très suivi. On était au balbutiement d'Internet. Il y avait une vraie crédibilité dans la presse où tu attendais tous les mois ton magazine pour voir quel jeu tu pouvais acheter ou pas. Et voilà, ça a été... La presse française. La presse française, oui. Il faut quand même le dire, c'est la France qui a drivé ça. Parce que dans la presse étrangère, c'était pas aussi évident que ISS Pro était un bon jeu de foot. Et c'est vraiment dans la presse française qu'est née cette idée que c'est une simulation, c'est vachement bien, et vous devriez vraiment y jouer. D'ailleurs, hop, 10. Parce que vraiment, t'allais en boutique, tu voyais encore des FIFA tourner sur les écrans, les vendeurs savaient pas trop, et il y a eu un moment, et c'est vraiment à partir d'ISS Pro Evolution 1, où là, les vendeurs commençaient à te dire là, tu veux un jeu de foot ? Ça c'est du vrai bon jeu de foot. Et c'est même pas tu veux un jeu de foot, tu veux un jeu de sport, tu veux un jeu. Oui, tu veux un jeu, parce que c'est ça ça. allait au-delà, en fait. 10 sur 10, ça voulait dire, même si t'aimes pas le foot, Faut que tu tu vas l'achètes. kiffer. Faut que tu l'achètes parce que tu vas vraiment découvrir des l'indispensable. sensations. J'ai pas honte de dire que c'est ISS qui m'a ouvert à l'appréhension du foot. C'est-à-dire qu'avant, je regardais le foot, et j'avais du mal à comprendre les notions de construction, les notions de rythme, de dosage, de placement face au but. Maintenant, j'arrive à comprendre, avant même que l'action soit lancée, pourquoi le mec va rater sa frappe, parce que le positionnement du défenseur est là, et dans PES, ou même dans ISS, je serais incapable la balle ne peut pas physiquement franchir le dernier rempart. Et vraiment, c'est des jeux qui m'ont servi d'éducation au football, parce que c'était des jeux qui étaient hyper bien pensés déjà de base. Très bien. Écoutez, on a fait un petit peu le tour d'horizon de l'origine de PES. On va revenir dans la deuxième partie pour parler de ce qu'est évidemment Pro Evolution Soccer aujourd'hui et ce qu'il était. Pour cette deuxième partie, nous allons parler de Pro Evolution Soccer, de son histoire et de ses heures de gloire parce qu'il y en a énormément. Et on accueille en plateau Olivier. Olivier, bienvenue. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, nous on te connaît très bien, mais tu as été pendant des années le maître de cérémonie, le maître des clés, j'ai envie de dire, de la PES League. Et on va expliquer un petit peu après ce qu'est la PES League, les balbutiements de l'e-sport, j'ai envie de dire. Donc, bienvenue, très content que tu sois avec nous. Bonjour à tous et merci. C'est nous qui te remercions d'être là. Et on a toujours avec nous Nicolas, toujours là, Gamecult, toujours, depuis tout à l'heure, ça n'a pas changé, c'est bon. Toujours fan de PES. Toujours fan de PES. Gianni, évidemment, avec nous, Gameblog, toujours là pour aborder sa flamme qui brûle encore pour ce jeu fabuleux qu'est PES. Et puis, parce que là, on a parlé d'ISS Pro Evolution, mais là, on rentre dans le vif du sujet. On est en 2001 ou 2002 2001, PES 2001. Et là, c'est Pro Evolution Soccer qui sort. Alors, Pro Evolution Soccer sur PS2. Racontez-moi, parce que là, vous l'avez vécu même presque de l'intérieur, là, Pro Evolution Soccer. C'est peu de le dire. Il sort, mine de rien, 6 mois après ISS Pro Evolution 2, ce qui est quand même surprenant. Et il arrive, je crois, le 23 novembre 2001, pour être exact. Et c'est une turbo-baffe, en fait, quand il arrive. Après, certaines personnes ont pu déjà essayer, entre guillemets, le jeu grâce à la version japonaise qui était parue au mois d'avril, si je ne m'abuse, elle aussi, sur PS2. La PS2 qui est une toute jeune console, elle a 1 an à peine. Il n'y a pas encore de jeu de foot vraiment bien sur PS2 à cette époque. Pas du tout. Et là, PES 1 arrive très vite, mine de rien, donc 23 novembre 2001. Et tout ce qui faisait le charme d'ISS
est retranscrit avec des spécifications techniques bien plus évoluées qu'auparavant. Là, on passe un gap technique Complètement fou. énorme. Que ce soit en termes de rendu des joueurs qui sont beaucoup plus faciles à reconnaître qu'ils ne l'étaient encore que sur PlayStation 1, et en termes d'animation. En termes d'animation, c'est simplement délirant. Tout ce qui a été ajouté par l'équipe de Konami Tokyo pour faire de PES un jeu de foot beaucoup plus difficile encore et beaucoup plus agréable pour les fans de simulation. Quelque chose d'inégalable à ce moment-là, quoi. Même FIFA peut pas lutter face à PES. FIFA qui existe en parallèle, FIFA 2000 et 2001, qui sont de plutôt bons jeux en plus, mais qui ne tiennent pas le poids face à Pro Evolution Soccer. Mais est-ce que on l'attendait, PES ? On l'attendait comme le Messi, sincèrement. Déjà, les photos de Winning Eleven 5, quand tu les voyais, tu voyais Zidane, tu avais vraiment l'impression... Aujourd'hui, tu le vois en petit écran, tu te dis c'est pas Zidane. Mais en fait, avec la tonsure et tout, la reproduction, on parlait déjà de photoréalisme, ce qui était un peu galvaudé. C'était la réalité de l'époque. Et tu voyais ça, tu disais je veux ce jeu. Déjà, ISS Pro Evolution, j'ai rêvé, j'ai saigné mes nuits entières. Mais là, ça y est, on passe... On saute de génération, clairement. On saute une génération on de console, saute de moteur, et il y a beaucoup de choses à réapprendre. C'est ça qui est bien aussi avec ces jeux-là et ces changements de génération, c'est qu'on change l'approche du jeu. Là, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus rigide, un peu plus défensif. Du coup, ça va solliciter encore plus ton appétit de construction, et c'est ça qui va faire que l'intérêt du jeu, il est sans cesse renouvelé, et ça pose les bases pour une nouvelle génération en plus. Donc tu veux tout de suite prendre le train en marche, ne rien rater de ta série de cœurs. Et PES, c'est la killer app en Europe. On parle de killer app dans le jeu vidéo, c'est vraiment les jeux qui font vendre des consoles. Et celui-là, en Europe, il en a fait vendre des palettes. Ah, clairement. Olivier, toi, tu as commencé avec PES 1, là, vraiment à comprendre la puissance. Exactement. Enfin, comme je disais tout à l'heure, on avait parlé un petit peu entre nous. On avait commencé déjà dans les anciennes versions sur d'autres consoles. Après, sur PlayStation 1, j'étais un peu sur FIFA avant de commencer à découvrir ISS Pro Evolution. Et il fallait se réhabituer au jeu. Et Pro Evolution Soccer, tout le monde l'attendait. On était dans un club, nous, une association de fans de jeux vidéo. Et on a tous eu quasiment le jeu le jour J. Et ce qui était vraiment génial, c'est, comme tu le disais, la construction. Et surtout le fait qu'à partir de ce moment-là, on a pu commencer à ne pas tous jouer avec la même équipe. On en parlait sur le ISS sur PlayStation 1. Vous tout à l'heure, vous faisiez référence sur l'équipe du Brésil. On prenait tous le Brésil parce qu'il fallait Roberto Larcos et Ronaldo. En revanche, là, on pouvait vraiment commencer à varier. Il y avait vraiment des styles de jeu qui arrivaient et qui étaient vraiment... tout le monde ne jouait pas forcément avec les mêmes formations. Et on pouvait commencer à varier un petit peu son jeu. Oui, il y a le système de formation. Exactement. Et il y a encore le système de forme qui est là encore plus abouti et plus réel. Développement du jeu aérien. C'est quelque chose dont je me souviens aussi. D'habitude, on faisait tout le temps la même chose, les 1-2, les frappes à l'entrée de la surface. Les transversales, les centres, les joueurs un peu plus costauds pour être devant. Oui, le physique, un peu les neufs. Le physique des joueurs. Là, vraiment, dans cet épisode, on ressent l'inertie, le physique des joueurs, on ressent les capacités propres à chaque joueur à être peut-être plus habile, il y a des spécificités qui nous rapprochent de plus en plus de la réalité. Moi, pour parler un petit peu de moi, PES, j'avais arrêté les jeux vidéo pendant 2 ans. Et j'avais plus de console. Et je lis la presse jeux vidéo, et là, je vois, tout le monde parle de PES. Et je savais pas ce qu'était PES, en fait. Je connaissais ISS Pro Evolution. Et je lis le magazine, je pars m'acheter une PS4 en la payant en 4 fois sans frais. À la caisse, carrément, à l'époque. Ah ouais, j'avais pas d'oseille. C'est sûr que tu voulais pas la 2 ? La PS2, pardon. La PS2 en 4 fois sans frais. Ouais. Et je prends PES avec. Sauf que j'ai fait la bêtise, c'est que je l'ai acheté... non, 2 mois avant la sortie de PES 2. Et donc, j'ai vraiment saigné PES quand PES 2 est sorti. Et à l'époque, 60 €, c'était énorme pour moi. J'ai dit, non, mais je peux pas rester sur PES 1 alors qu'il y a PES 2. Et j'ai pris PES 2 dans la foulée. Donc voilà, pour dire à quel point la presse m'a influencé déjà, et à quel point on était vraiment dans une tradition du jeu de foot où il fallait tous les ans son jeu de foot qui nous maintienne. C'est le jeu sur lequel tu peux passer 1 an, en fait. C'est ça, hein. Là, ça perdure toujours. Tous les ans, on va quand même s'abreuver d'un nouveau jeu de foot. PES 2, là, on sort les gros moyens. Déjà, tu as les musiques de Queen, tu as We Will Rock You, We Are the Champions, histoire de montrer, ça y est, on a de l'argent et c'est nous qui dominons le marché. C'est vrai que là... Là, ça y est, c'est établi, c'est PES qui domine. Hein, c'est établi, ouais. Ça va devenir au fur et à mesure, je crois que c'est PES 4, PES 3, le produit culturel le plus vendu en France. PES 5. PES 5 et PES 6. Et PES 6. Mais c'est déjà des chiffres de vente faramineux dans l'Hexagone. Et
mais le jeu est peut-être pas aussi innovant que ça. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, il y a au moins 3 versions différentes de PES qui sortent. Tu as une version japonaise de base qui va servir de fondamentaux à la version européenne qui elle-même va être retravaillée dans une Final Evolution. Et quand tu es fan de jeux de foot, en fait, tu n'achètes pas qu'un seul jeu de foot, tu en achètes 3 dans l'année. Tu fais la version japonaise, tu vois les petites nuances, parce qu'en fait, ils n'arrêtent pas d'ajuster les curseurs en ce moment-là. On est encore dans le moment où ils cherchent vraiment les... C'est 1 million en 40 jours en Europe de vente PES. Oh, c'est ouf. Et voilà, ils sont encore à travailler les petits ajustements parce que le moteur n'est pas finalisé. Et il n'y a pas, à cette époque-là, les patchs comme aujourd'hui, les mises à jour, hop, ton jeu sort. Il n'y a pas de jeu online à l'époque. Tu n'as pas de jeu en ligne en plus. Il faut attendre PS3 sur PC, je crois, PS4 ensuite pour que ça arrive. Et au Japon, c'est payant le jeu en ligne. Enfin, c'est encore un peu préhistorique au niveau archaïque, hein. C'est archaïque. Quand on parle de ça maintenant, c'est... Pour organiser des tournois, c'est là où tu interviens. Et, oui, parce que comme tu disais, j'en profite pour rebondir, c'est que à ce moment-là, PES 2, on va aller jusqu'à PES 3. On va plus forcément parler du gameplay parce que le gameplay s'améliore de plus en plus. On est dans de la simulation. Ça va toujours plus loin, toujours plus loin. Il y a quelque chose qui se passe en fait en France et en Europe. PES devient un phénomène culturel. On l'a dit, ça devient le bien culturel, le plus vendu, c'est-à-dire devant les disques, devant les films, devant les livres. C'est exceptionnel. Je crois que c'est la première fois que ça arrive en France. Ouais, c'était la première fois. Et puis c'est une expérience sociale. Tu n'as pas le jeu en ligne. Donc pour jouer à PES et pour défier d'autres gens, tu dois te rendre chez les gens ou tu dois te rendre dans des associations qui font. Et c'est ça qui crée une émulation. Et c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'avant de parler de tournois avec toi, Olivier, c'est que, on va dire, même dans les quartiers, etc., tout le monde jouait à PES, tout le monde voulait s'affronter. C'est-à-dire qu'on voulait affronter le meilleur de l'autre ville. Et là, il y a quelque chose qui se crée. Il y a des forums de discussion déjà qui apparaissent. Des premiers tournois. Premiers tournois. Je peux très bien parler. Et parlons des premiers. Tu veux commencer ou on laisse la parole à Olivier? On est obligé de dire la vérité. C'est que c'est né dans ma ville natale. Donc voilà, tout simplement. Fin 90, début des années 2000, il y a un passionné qui s'appelle Cyril Lefranc, qui réside à Reims, donc, et qui a dans l'idée d'organiser des tournois d'ISS Pro Evolution. Et ça fonctionne. Il en organise quelques-uns fin des années 90, début des années 2000. Et ça commence à prendre vraiment, vraiment très, très fort. Il organise ça dans le petit village de Sillery, qui est juste en bordure de Reims. Et alors moi, le premier que j'ai fait avec lui, c'était en 2001. Et je me rappelle quand je suis arrivé, alors il fallait venir avec sa télé et sa console. Hein, parce que voilà. C'était télé catholique à l'époque. Ouais, c'est ça, il faut préciser. Inscription, je crois, c'était 10 euros, 70 francs, un truc c'était comme ça. encore en francs. Ouais, c'était encore en francs. Non, peut-être 30 francs, je sais plus. Il faudra peut-être que je lui redemande. Bref, t'arrivais avec ta télé, ta console, tu les plaçais à un endroit. Alors il y avait des mecs qui venaient avec des 36 cm, personne ne voulait jouer dessus, évidemment. et là, tu te rends compte qu'il y a énormément de monde qui est venu. Il y a 128 personnes, si ce n'est plus, qui sont inscrites pour essayer de montrer que c'est pas juste les champions du quartier, quoi. C'est vraiment les mecs qui assurent. Et tu te rends compte qu'il y a du niveau. Là, c'est le moment où tu te dis, ah ouais, en fait... t'es pas aussi fort que ça. Peut-être pas aussi fort que ça. Et le phénomène va être soutenu par Konami, en fait. C'est-à-dire que Cyril va réussir à entrer en contact avec Konami, qui va offrir des lots pour justement récompenser tous les joueurs à partir des 32e de finale. Alors c'était des mugs Silent Hill, des ballons, des t-shirts. Ça commençait à grimper au fur et à mesure jusqu'à atteindre une PlayStation pour le vainqueur. Et tous les 6 mois, comme ça, pendant encore 1 an ou 2 ans, il a organisé ça. Le suivant qui a eu lieu, je crois que c'était le lendemain de la sortie de PES, il y a des joueurs qui viennent d'Espagne, d'Angleterre, de Suisse, exprès pour participer au tournoi. Et c'est vraiment le moment où la communauté s'est vraiment formée, où des premiers noms que Olivier connaît très bien vont émerger, vont être reconnus. Et c'est vraiment à partir de cet endroit-là, hein, je suis fier que ce soit à Reims, que je pense tout est parti. Et de l'intérêt de Konami, évidemment. Oh oui, mais ça devient, encore une fois, c'est un phénomène. Et d'ailleurs, j'oublie de le dire, mais il y a eu en plus, pour l'organisation de ce tournoi, du tournoi d'après qui était toujours sur PES1, il y a eu quand même un événement que Konami a annoncé pendant ce tournoi, c'était que les meilleurs joueurs, les
32 ou 16 meilleurs joueurs allaient participer à un événement en 2002 qui s'appellerait la FunTV World Cup et qui permettrait à ces 32 joueurs de représenter chacun un pays pour ensuite avoir un cadeau et de passer à la télé. C'était quand même phénoménal de pouvoir Parce que, avoir ce encore genre une de fois, je m'adresse aux gens plus jeunes. Enfin, de jeux en ligne, l'e-sport n'existe pas. Exactement. Les compétitions de jeux vidéo existent vraiment de manière un petit peu clandestine, on va dire. Rares sont celles qui sont officielles. Et les compétitions de jeux vidéo de foot, voilà, ça se fait de manière, on va dire, artisanale. Et là, arrive en 2002, c'est bien ça, hein? La compétition a été créée en 2002, La exactement. compétition, la PES League, voilà. On remercie d'ailleurs Stéphanie de chez Konami, qui est aussi à l'initiative de la création de la bien PES sûr. League. Merci beaucoup. Et voilà, pour moi, vraiment, quand je parle des balbutiements de l'e-sport, c'est pas galvaudé. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est la PES League? La PES League, c'était le championnat de France et d'Europe de football virtuel, qui était donc organisé chaque année, donc dans plusieurs pays. On pense à la France, l'Italie, l'Allemagne, parce que les Allemands étaient, on s'en souvient très très bien, à cette époque, les Allemands étaient très très bons. Ouais. Et en fait, la compétition, un premier tournoi était organisé d'abord sur PES 1, qui est donc, c'était au mois d'août de mémoire. Il faisait très chaud, oui. Je m'en souviens très bien. Ah, celui-là, c'est le seul, je crois, c'est la seule année que j'ai, au final, la première édition que j'ai ratée. J'étais pas encore là. Et donc, il y a une compétition qui est organisée. Il y a un champion qui est français qui va ensuite partir faire des championnats, enfin, une finale européenne, gagnée par un Français d'ailleurs, parce que c'est Noam El Ouali, premier à gagner, exactement. Donc, il devient champion d'Europe. Après ce succès, Konami décide de pouvoir, vraiment mettre en place cette compétition, donc la PES League. Et cette fois-ci, que ça va fonctionner un petit peu comme un championnat de foot, parce que ça va fonctionner par saison. Ça va être au moment de la sortie du jeu. Donc, en général, la compétition commence en octobre, se termine aux alentours du mois de juin. Et pendant toute cette période, toute une équipe partait à la rencontre des joueurs aux quatre coins de la France. Et c'est aussi très important parce que souvent on dit toujours que les compétitions ont toujours lieu en région parisienne ou autre. Et là, c'est pas le cas. Et là, c'est pas le cas. Les déplacements se faisaient partout. Et moi, on va dire la vérité. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu. C'est comme ça aussi que j'ai rencontré Giannis. C'est-à-dire que on s'est connus avant. Hein. Ouais, mais on s'est croisés PES League, oui, on s'était croisés. Mais vraiment, la PES League, c'est là où, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'affrontement. Il y a plein de choses qui vont émerger de ça. Moi, c'était en 2002-2003, quoi. Et tu parlais de région. Moi, à l'époque, j'habitais à Rouen. Et donc, je faisais les tournois qui étaient aux alentours, quoi. C'était 10 €, c'est ça l'inscription De mémoire, c'était ça exactement. Ouais, c'était 10 €. Et par contre, là, on n'amenait plus nos télés. Tout était mis en place. La seule chose qu'on demandait aux joueurs, c'était de venir avec la manette. Voilà, c'était la un manette. petit peu comme le cran, les chaussures de football. On avait tous le bouton croix ou le bouton R1 plus ou moins foncé, donc on jouait avec on avait nos propres sensations de joueur avec notre manette. Et là, il y a des joueurs par centaines, en fait, à chaque tournoi. Milliers même. Mais ce qui est génial, en fait, avec le début, surtout de la PES League, et une nouvelle fois, c'est pareil, par rapport à l'époque où on est aujourd'hui, ça peut paraître un peu bizarre, mais les réseaux sociaux, ça n'existait pas encore. Et oui. Enfin, je me rappelle, ma première inscription sur Facebook, c'était bien après les premières éditions de tournois de PES. Pas de réseaux sociaux, donc les joueurs on joue avec nos voisins, dans le quartier, dans les voisins de notre étage, etc. Et en fait, en se déplaçant sur cette compétition, rapidement, on organise au tout début, ça commence avec des tournois de 32 ou 64 joueurs, mais très très vite, à partir de PES 3, PES 4, les volumes vont vraiment augmenter. On va monter à 192, 384 joueurs. C'est énorme. Le jour où on a ouvert les portes avec 384 joueurs, on s'est quand même tous regardé dans le staff. On est prêt, ouais, on est prêt. Non, parce 384 qui arrivent, c'est... On recontextualise, c'est énorme. 300, quasiment mais même 400 encore aujourd'hui, joueurs. Aujourd'hui, c'est énorme. C'est encore important, puisqu'aujourd'hui, avec l'avènement du online, il y a beaucoup moins d'événements offline et beaucoup moins de gens se déplacent, parce que c'est plus facile maintenant de pouvoir affronter les joueurs du monde entier. Mais sinon, à cette époque-là, c'était du offline, donc les gens se déplaçaient. En fait, on se rendait compte qu'on n'était pas tout seul. Et c'était grâce à cet événement, il y avait la Fédération française des sports vidéo, dont on était... Ouais, il y avait ISS Online justement qui était l'initiative de Nano, qui était l'endroit où se retrouvaient la plupart des joueurs qui ont commencé ensuite à migrer vraiment vers la compétition. Et la FFSV, alors je me rappellerai, c'était Guillaume Godard qui était venu me voir, qui était président de la FFSV, parce que ISS Online a malheureusement connu une fin tragique à base de disques durs et de serveurs foutus. Donc du coup, j'avais pris la relève. Et j'avais créé PES Online avec Bernie et Fafat, qui sont deux joueurs que je salue au passage, sans oublier Cruchon. Et donc, du coup, c'était passé sur PES Online. Et je me rappelle qu'Olivier, effectivement, était venu me voir. Il me disait « Ah, ça serait bien qu'on fasse une espèce de fusion pour que tous les joueurs se retrouvent. » Je lui ai dit « Il n'y a pas de souci. Attends, pourquoi on ne ferait pas ça ?» Aujourd'hui, on crée un compte Twitter, c'est beaucoup plus simple, quoi. Voilà. Et justement, tous ces rassemblés comme ça avec la FFSV. Il y a eu des créations de gros tournois partout dans toute la France, des ultimates, parce que c'était un peu comme le circuit ATP, quoi. C'était, t'avais des tournois plus ou moins dotés, avec plus ou moins de joueurs,
qui étaient dans des villes bien précises comme Lille, Paris, Montpellier, des tournois un peu moins majeurs aussi, avec un classement qui avait été établi. Et la PES League participait d'ailleurs à cette initiative. Il y avait une espèce de... Oui, parce qu'il y avait des clubs en parallèle de la PES. Exactement, C'est ça qu'il il y a faut eu la expliquer. création de clubs. Il y a eu plus de 80 clubs au total qui ont été. J'en ai créé un, je suis J'en ai très créé un fier aussi. dans ma vie. Oh là là. On a tous été membres. Hein. Donc c'était Exactement. vraiment une belle aventure. Et la PES League, un peu comme le jeu, aussi montait à chaque fois, chaque année, on proposait du nouveau contenu. Tout dépend. Et les finales. On peut parler aussi des finales. Ah oui, bien on sûr, a eu voilà. des finales au Stade de France. Dès la première année sur Exceptionnel. PES2, finale au Stade de France avec Drogba, avec Henry, voilà. il y avait Alors, c'était plein de Philippe joueurs Mexès, la toute première fois qui était venu. Absolument. Thierry Henry l'année d'après. Thierry Henry sur PES3. Après soirée de lancement Personne, de Drogba pour PES5, enfin tout ça. Enfin, voilà, on Il y avait beaucoup de a monde qui se déplaçait. vraiment, je le répète, ça fait beaucoup de fois que je le répète, mais c'est justifié. On est dans un phénomène qui va rester dans le temps. On voit, par exemple, la soirée de lancement à l'Olympia. On a quelques images. Bon, aujourd'hui, ça paraît peut-être... ça, c'est PES6 à l'Olympia. On se rend peut-être pas compte, mais à l'époque, c'était fou. C'était fou. On ramène un jeu vidéo à l'Olympia. C'était exceptionnel. Alors, bon, encore une fois, il faut remettre dans le contexte. Hein. Et là, Mais, voilà. c'était l'Olympia, l'année d'après c'était au Zénith. On avait organisé, on a fait le lancement pour Konami. L'année d'avant, c'était au Virgin Deschamps. Oui, c'est ça. Il y a eu une fois aussi une édition au Stade de France, justement, avec Didier Drogba, qui était aussi Qui présent. venait juste de Donc, se qualifier pour la CAN, il me semble. Je te fais confiance. Ouais. Il venait juste, ou la Coupe du Monde, mais il venait de se Ouais. qualifier pour une compétition internationale et Mais il était venu juste après. C'était dingue, mais il y avait les joueurs de foot qui donc intégraient aussi parce qu'ils jouaient. Thierry Henry, on l'avait vu jouer, ça blaguait pas, il prenait l'Australie Ouais. et il mettait la misère à tous les journalistes qui essaient de jouer contre lui. Pas Je me Julien souviens. Telouk, puisque Julien Telouk a gagné. J'étais juste derrière en train de regarder, donc Julien, Ouais, si tu nous qui avait regardes. pris, c'était le Italie-Australie. Je le rappelle comme à Julien que c'était pas la même équipe qui avait été prise. Mais voilà, tu avais beaucoup de monde qui venait jouer. Et c'était aussi très intéressant, c'était que c'était un événement sur lequel, bien évidemment, ça permettait à Konami de pouvoir déjà aussi, c'était un bon moyen, un bon vecteur de communication. Toutes les semaines, à chaque fois qu'on passait dans une ville, il y avait les médias qui se déplaçaient. Donc en général, les médias régionaux ou locaux. Donc ça peut être les France 3, M6 et puis les PQR. Et ce qui était intéressant, c'était qu'à cette époque-là, déjà qu'aujourd'hui, on se plaint un peu encore parfois du traitement du jeu vidéo par la presse généraliste, à cette époque-là, il fallait être prêt, oui. mais on essaie de transmettre déjà ce message du jeu vidéo. C'est pas on est tout seul chez soi, chips et boissons, tranquillement posé dans son canapé. Non, on est là, on se rencontre, on retrouve d'autres joueurs. il y avait un lien Et social. Exactement, on mettait en avant ce lien social. Beaucoup de gens se sont retrouvés sur cet événement, beaucoup d'amitiés se sont liées. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui se retrouvent. Et c'était plus qu'un tournoi de jeux vidéo. Là, je t'arrête, il y a beaucoup d'amitiés qui se sont créées. Quelques Il y a amitiés brisées. aussi beaucoup d'amitiés qui se sont détruites à cause de PES. Nicolas, tu faisais la PES League ou pas du tout? Je faisais pas la PES, enfin je faisais la PES League, mais c'était la PES League des journalistes en fait. Avec Gianni, on s'est beaucoup affronté à cette occasion, parce qu'en fait, ça servait aussi de présentation de la version suivante. Donc, on était invité à couvrir l'événement, la finale européenne des joueurs dans les différentes destinations. C'était royal. Et ensuite, tu interviewais le créateur emblématique de cette époque-là, Sibas Takatsuka, donc japonais, et tu avais l'occasion d'essayer en plus la prochaine version, et les joueurs européens aussi, c'était quand même un privilège à cette époque-là, c'était le jeu le plus attendu de l'année, donc enfin tu pouvais poser tes mains, voir les petites nuances, déjà commencer un peu à travailler, voir où est-ce que le jeu allait s'améliorer ou pas, et donc c'était plutôt cet angle-là de la PES League que moi j'ai vécu. Et puis là, on a vu la soirée PES6. PES6, c'est 1,4 million juste en France. Mais tellement mérité, c'est tellement la meilleure version. Pour moi, c'est la meilleure version. Ouais. Voilà, il y a débat avec le 5. Mais non, le 5. Le 5 était incroyable. Le 6 est plus spectaculaire. Voilà, le 6, Le 5 était plus lent. Et puis voilà, on a parlé beaucoup du gameplay, ce qu'apportait PES, etc. Mais là, tous les ans, il y avait aussi quelque chose, c'était qu'on avait l'impression qu'il fallait réapprendre à jouer. C'est-à-dire, il y avait un nouvel apprentissage, il y avait toujours de nouvelles subtilités. C'était pas la même chose, Il y a un élément qu'on n'a pas cité, qui est la physique de balle, qui était retapée tous les ans. C'est-à-dire que tu avais l'impression à chaque édition que l'année d'avant, tu avais joué avec un ballon de plage. Tellement le ballon s'était alourdi, tellement les effets étaient beaucoup mieux prononcés que dans l'édition précédente. Donc oui, effectivement. Alors, la physique de la balle, mais également les commentateurs. Oui. On a eu beaucoup de commentateurs dans PES. Il y a un des commentateurs légendaires de PES, Grégoire Margoton, on lui a posé quelques questions par rapport à PES et pourquoi venir commenter un jeu de foot. Si j'ai fait des commentaires de jeux vidéo, c'est parce que c'était
Boulot qui me semblait le plus proche de mon travail de tous les jours, de commentateur de sport et de journaliste de sport. Je faisais rien en dehors de mon métier et en revanche commenter un jeu de foot me paraissait être continuer un peu à faire mon métier. Voilà, et poser une voix, c'était un exercice que j'aimais beaucoup. C'est pour ça que je suis rentré dans le jeu vidéo dès que j'en ai eu l'occasion. Pourquoi PES? Parce qu'ils m'ont appelé. Voilà une bonne nouvelle et une bonne raison. Et puis parce que effectivement ça fait partie, c'est les deux franchises importantes. Alors ça dépend des marchés. FIFA a repris le dessus sur le marché français, même si ça c'est un tout petit peu équilibré avec l'arrivée des nouvelles consoles. Konami et PES sont plus forts en Angleterre, sur d'autres marchés. Voilà, ça reste le même exercice pour moi. C'est rentrer en studio plusieurs jours, faire des enregistrements interminables de noms, changer le texte qu'on me propose, parce qu'on me propose un texte, un script très long et qui des fois ne correspond pas du tout à ce que je pourrais dire sur un commentaire. Donc ça fait quand même pas mal de boulot, mais c'est un boulot que j'aime bien faire. Donc voilà, même le commentateur le dit, c'est que c'est quelque chose qui se rapproche de son vrai métier. Et c'est quelque chose que PES a amené au fil des ans. Ça montre aussi une volonté, en allant chercher des vrais commentateurs. FIFA l'a fait aussi. Hein. Je me rappelle de Thierry Gilardi, le regretté Thierry Gilardi dans FIFA. Cette volonté d'aller vers la simulation. Alors si on revient aujourd'hui un petit peu, on a parlé de tout ça, mais le jeu d'arcade et le jeu de simulation de foot, ça n'existe plus vraiment. En fait, on est plus dans de la simulation. Il y a plutôt de jeux de foot. Donc de toute façon, c'est soit tu as des jeux de foot qui sont complètement farfelus, qui peuvent être des Mario ou autres qui jouent au foot avec des ballons qui lancent des éclairs quand tu tires, soit tu as FIFA et PES et c'est tout. Il n'y a plus d'autres studios qui osent se lancer dans le domaine du foot, on va dire grand public, et qui va essayer de parler au plus grand nombre, à tous ceux qui regardent la Ligue des Champions les mardis et mercredis soirs, ou leur petit match de Ligue 1 le samedi. Il n'y a plus que eux deux. Et comme il n'y a plus que eux deux, c'est eux qui dictent le tempo. Et le tempo, c'est essayer de faire de la simulation, même si... Bon, il y en a un qui est très influencé par les joueurs anglais, qui lui est... eux, ils aiment bien le kick and rush et ça trace. Et l'autre qui essaye, malgré tout, avec ses moyens, et il le fait très bien, de retranscrire un football qui est beaucoup plus authentique, beaucoup plus proche du stade que FIFA, qui lui est plus proche de la télé finalement. Après, c'est difficile de vraiment parler de simulation de football. Simulation de basket, ouais, je veux bien l'entendre. Simulation de baseball, si tu veux. Simulation de football, c'est pas les mêmes temps, c'est pas les mêmes tempos, c'est pas les mêmes, simplement la même temporalité, tu vois. C'est 90 minutes condensées en un quart d'heure grand max, et c'est des séquences d'action, si tu veux. Et c'est pas vraiment de la simulation. Oui, la physique de balle peut être réaliste, le comportement des collisions aussi, mais c'est pas encore le vrai foot, et c'est pas encore de la vraie simulation, même dans le dosage de la fatigue, ce genre de choses. Et est-ce qu'on voudrait ça d'ailleurs ? Et est-ce qu'on voudrait ça ? C'est ça la vraie question aujourd'hui. Ouais. Mais du coup, ils ont un peu chacun une proposition de simulation qui reste quand même arcade dans le fond, puisque c'est pas vraiment un simulateur de football. Mais on est loin de ce qu'on désignait comme arcade auparavant. Voilà, c'est ça. Où... Mais par exemple, un jeu comme NBA 2K, je pense, est beaucoup plus proche de ce qu'on peut imaginer comme simulation. Moi, je joue beaucoup à NBA 2K, très honnêtement, mais PES et NBA 2K, pour moi, il y a beaucoup de similitudes. Ce qui est sûr, c'est que Konami a mis du temps à retrouver cette formule de simulation de jeux posés de construction. Et là, ils sont sur une formule qui tient aujourd'hui vraiment la route à ce niveau-là, dans le fait de poser le jeu. C'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'ils s'associent là, pour eFootball 2020, ils ont fait appel à Iniesta, qui est quand même le maestro par excellence. Voilà, cette volonté de construction, de tiki-taka, de quelque chose qui est peut-être moins, comme le disait Gianni, dans l'esprit Première Ligue qui anime encore aujourd'hui FIFA. Je suis d'accord. Et on va terminer sur... Il y a une question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que les commentateurs, justement, ils mettent en avant les équipes qu'ils aiment ou pas, etc. Donc on a posé la question à Grégoire Margoton, parce qu'il y a des noms, parfois, je suis un peu dubitatif. Anecdote d'enregistrement, il y a évidemment des chouchous. J'ai des joueurs chouchous, j'ai des clubs chouchous, un club chouchou. Et si vous écoutez bien dans le jeu, il y a certains joueurs dont le nom est un tout petit peu plus appuyé que d'autres. Il y a des joueurs que j'aime pas du tout, que je vais absolument pas mettre en valeur vocalement. C'est pas bien, je devrais pas faire ça, je devrais pas vous le dire. Mais il y a certains joueurs comme, je sais pas, Mohamed Salah, Liverpool Football Club. Ça, quand je dis le nom, quand j'enregistre ces noms-là, c'est marrant, il y a un tout petit peu plus d'intensité.
Voilà, on a eu la réponse en tout cas pour la conclusion de cette spéciale PES. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci, ça m'a rappelé plein de choses et j'espère que ça va susciter quelques envies de découverte en vous parce que c'était une sacrée époque et elle n'est pas terminée, puisqu'elle continue encore avec cet épisode 2020 qui est de fort belle facture à mon sens. Merci beaucoup messieurs, à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la légende.